Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Ravie d'être parmi vous ce soir pour cette conférence. Donc Sylviane Pousse-Cagnan, moi j'ai baigné dans le bilinguisme depuis toute petite, ayant appris l'arménien à la maison et le français, donc à partir de ma scolarisation à 3 ans. J'ai toujours été intéressée par ces thématiques-là de bilinguisme, multilinguisme, que j'ai étudié pendant mes études d'orthophonie, que j'ai continué à étudier durant une maîtrise, un DEA à l'INALCO, langues orientales, et enfin durant un doctorat en sciences du langage, en venant à l'école Marc-Arian-Papazian durant 3 ans pour travailler non pas sur l'oral cette fois-ci, mais sur l'acquisition de 2 écrits différents, en l'occurrence le français et l'arménien. Donc j'ai bien un plaisir en tout cas à être avec vous ce soir et à pouvoir partager donc autour de ces questions et sur lesquelles je continue à travailler au sein du laboratoire UNADREO de recherche clinique en orthophonie. Et je laisse la parole à Géraldine. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités ce soir. Donc, moi, Géraldine Liantopov, je suis orthophoniste et linguiste, à la base linguiste qui est devenue orthophoniste. Je travaille en fait sur le multilinguisme, surtout en cabinet. Je travaille beaucoup avec des enfants multilingues au niveau de la rééducation et je suis aussi également directrice du laboratoire UNADREO de recherche en orthophonie. Donc moi, au cabinet, je vois des enfants multilingues pour qui on a posé un diagnostic de trouble et on invite en tout cas les parents à continuer le multilinguisme malgré ces difficultés. Très bien. Donc, nous vous laissons bien sûr le diaporama de cette présentation, donc ne passez pas votre temps à gratter, de toute façon il est disponible. Alors en introduction, c'est vrai que on voit bien l'intérêt actuel pour le multilinguisme, puisque c'est vraiment une réalité concrète en Europe, au niveau mondial, avec plus de la moitié de la population mondiale qui est bilingue, multilingue. Et en France, donc 10% des locuteurs déclarent avoir une autre langue maternelle que le français. C'est d'ailleurs pour ça qu'un observatoire européen des langues du plurilinguisme a été créé récemment pour traiter de toutes ces questions-là. Alors, pour cette conférence, nous vous proposons un point sur les étapes du développement du langage chez les enfants confrontés à un bilinguisme, un multilinguisme, une partie conseils pratiques, une partie d'outils de sensibilisation que vous pourrez aller consulter plus en profondeur chez vous, même après la conférence, et des conseils pratiques dans le cas d'une plainte ou d'une inquiétude concernant le langage, dont on pourra discuter donc à la fin de la conférence. Alors il y a plus de 400 langues différentes qui sont parlées en France, vous voyez c'est énorme, et un enfant sur 4 grandit avec plusieurs langues. Pourtant, toujours de nos jours, être ou devenir bilingue ne va pas de soi, malgré le fait qu'il y a énormément d'enfants confrontés au bilinguisme, au multilinguisme. Cela suscite toujours, à ce jour, de nombreuses questions, puisqu'il y a une méconnaissance sur ce phénomène-là, bilingue, qui contribue à entretenir vraiment une méfiance par rapport à une idée préconçue, un mythe sur la confusion des langues. Et puis aussi parce qu'en France, la maîtrise du français, la réussite scolaire sont vraiment très très liées dans notre système scolaire. D'où un défi pour les enseignants, pour les parents aussi bien sûr, qui souhaitent donner une éducation bilingue, plurilingue à leurs enfants, et aux soignants aussi, dont les orthophonistes pour l'évaluation dont parlait tout à l'heure Géraldine. Alors, pour commencer, donc une information qui est vraiment essentielle, le bilinguisme en soi n'est pas du tout une pathologie langagière, et donc poser ça comme fondement est pour nous essentiel de partir de cette base-là. Nous venons vous parler de nos pratiques professionnelles en tant qu'orthophoniste, mais le bilinguisme n'est pas du tout une pathologie langagière, comme on l'a dit, c'est quelque chose de très commun et plus de la moitié de la population mondiale est bilingue.
de nombreux atouts qui font que voilà, le bilinguisme est quelque chose de valorisé aussi petit à petit en France. Vous voyez, je vous ai mis là une affiche d'information pour les parents en Bretagne qui valorise le bilinguisme. En Bretagne, les petits n'appellent pas toujours un chat. Voilà, donc la valorisation de la langue bretonne en tant que langue régionale, et donc une plaquette sur laquelle sont notées 6 bonnes raisons d'offrir à l'enfant la chance de parler 2 langues. Donc vraiment un outil de sensibilisation à l'attention des parents. Alors le développement typique montre les avantages du bilinguisme. Les dernières recherches récentes sur cette question montrent de nombreux avantages, des bénéfices linguistiques en termes bien sûr de capacité métalinguistique qu'ont les enfants confrontés à plusieurs langues, c'est-à-dire de pouvoir parler de leur langue et de pouvoir en tout cas avoir un regard voilà, sur la langue et pouvoir en parler, une attitude comparatiste des langues, bien sûr des capacités de traduction dans ces bénéfices linguistiques, des bénéfices culturels aussi qui sont très souvent évoqués, puisque la langue, des langues différentes amènent des manières différentes de découper le réel, font aussi le lien bien sûr avec d'autres cultures, d'autres manières de voir le monde, et donc un enrichissement à ce niveau-là. Des bénéfices cognitifs aussi mis en avant dans les recherches, en termes d'enfants qui ont des capacités d'abstraction plus accrues, avec une capacité à faire la distinction très tôt entre le signifiant et le signifié, une adaptabilité plus grande, et on le comprend quand on est confronté à plusieurs langues, on s'adapte plus facilement, une créativité aussi plus grande, donc des avantages dans ces différents domaines-là, linguistiques, culturels, cognitifs. Mais tous ces avantages, tous ces bénéfices ne sont pas automatiques, et donc l'essentiel et le plus difficile aussi, c'est vraiment de donner du sens à l'apprentissage de 2 langues ou de plusieurs langues. Donc bien garder tout cela en tête. La langue maternelle est vraiment déterminante dans la construction identitaire de l'enfant, parce que la transmission de la langue, c'est pas un acte seulement linguistique, c'est aussi un processus de transmission culturelle, et les Arméniens le savent bien, et aussi un processus de construction de la personnalité. L'usage de la langue maternelle va éviter l'artificialité de l'usage d'une langue qui n'est pas la sienne. On voit bien, nous, mettons, si on déménage, demain, on va en Chine, on a une mutation en Chine, et donc là, on emmène toute notre famille. Et donc, si les enseignants à l'école chinoise disent Madame, Monsieur, il faut vous obliger à parler le chinois pour que votre enfant réussisse à l'école, et là, malgré toute notre bonne volonté de prendre des cours, de s'immerger, etc., dans la langue, dans la culture, on voit bien que même si on s'oblige à parler cette langue, et on tente avec nos moyens de la parler, vous voyez bien que la quantité de la communication et la qualité et tout le volet affectif ne vont pas pouvoir être transmis dans une langue que l'on ne maîtrise pas ou que l'on maîtrise mal. D'où l'importance vraiment de cette langue maternelle qui constitue le socle, et sur laquelle, sur ce socle-là, vont pouvoir se construire les autres langues, toutes les autres langues qui seront apprises ensuite. Les dernières recherches montrent des corrélations d'ailleurs entre le niveau de maîtrise de la langue maternelle et celui de la langue majoritaire. Dans notre cas ici, la langue maternelle, parlons de l'arménien, et puis la langue majoritaire, le français. On parle aussi de concept de transfert de compétences, d'une langue à l'autre, et de langue de référence, ce que je vous disais tout à l'heure, de bâtir sur un socle déjà d'une langue, et de pouvoir continuer, qu'il y ait les fondations en tout cas dans une langue, et construire une maison sur ces fondations-là
d'autres langues qui vont pouvoir être apprises sur les bases d'une première, avec des règles de fonctionnement de la langue qui auront été apprises au niveau phonologique, syntaxique et lexical aussi. Alors, vous allez me dire finalement quels sont les différents facteurs qui auraient une influence sur le niveau de bilinguisme qu'atteindrait un enfant. Alors, tout d'abord, la qualité de l'exposition. L'enfant doit être exposé à des modèles de langue, de qualité, dans les deux langues. Ça, c'est très important, cette qualité. Et donc, dans la langue minoritaire, si on parle de l'arménien, dans notre cas, eh bien, il va falloir augmenter le contact avec cette langue pour que l'enfant soit immergé dans cette langue. Et c'est en ça qu'il est très intéressant, justement, d'avoir une reconnaissance institutionnelle de la langue arménienne au travers de l'école maternelle, primaire, et donc que cette langue-là soit reconnue dans un autre milieu que le cercle familial et culturel, mais qu'il soit reconnu à un niveau institutionnel. Donc une qualité de l'exposition avec des langues, on en revient toujours au même principe, du coup, qui en découle de parler soi-même dans une langue dans laquelle on est à l'aise, et que l'on va pouvoir transmettre correctement avec un modèle de qualité, et pas avec des erreurs, des fautes, etc. Ensuite, la quantité de l'exposition est tout aussi importante, et donc il faut créer surtout le besoin de communiquer dans les deux langues, et surtout dans la langue minoritaire que l'enfant aura tendance à moins entendre, forcément, et plus il y aura une quantité d'exposition importante, et meilleures évidemment seront les performances de l'enfant qui entend. Au niveau de l'acquisition du lexique, c'est-à-dire du vocabulaire, il y a une opinion, des mythes très répandus qui évoquent le fait que les enfants bilingues ou confrontés à plusieurs langues seraient en retard dans l'acquisition de leur langue. Alors effectivement, c'est sûr que si on prend en compte qu'une langue, si on ne recense les mots qu'à l'enfant uniquement dans une langue, on ne va pas avoir connaissance du lexique de l'enfant. Donc quand on mesure, il faut mesurer, c'est aussi ce qu'on fait en orthophonie, on mesure tous les mots que l'enfant a dans son lexique, dans son vocabulaire, dans les deux langues. Et quand on fait ça, on voit que les enfants confrontés à plusieurs langues prononcent leurs premiers mots environ vers 1 an, comme un enfant confronté uniquement à une langue, et qu'à 2 ans, les enfants bilingues ont, comme les enfants monolingues, environ une 50aine de mots à leur disposition, et qu'ils vont aussi commencer à combiner les mots, faire des mots-phrases, avec à 2 ans, des phrases constituées de 2 mots, et donc ce développement suit finalement, le développement des enfants bilingues suit celui des enfants monolingues. Alors gardons en tête quand même toutes les différences interindividuelles dont on parle de plus en plus actuellement, puisqu'on est vraiment sur un axe on fait de la prévention actuellement, les orthophonistes participent beaucoup à ces actions de prévention, dès les maternités d'ailleurs, avec des actions nommées Un bébé, un livre, où on va dans les maternités, on incite les mamans à lire des livres à leur bébé, des tout petits, etc. Et à favoriser l'égalité des chances dans le développement du langage avec des programmes développés dans les crèches. Mais il y a donc de grandes différences interindividuelles entre les enfants, et les études nous montrent des différences en fonction des milieux socio-économiques et des catégories socio-professionnelles des parents, avec de grandes disparités. Là, je vous ai mis un exemple. À 4 ans, un enfant issu d'un milieu défavorisé a entendu 30 millions de mots de moins qu'un enfant issu d'un milieu favorisé. Vous voyez que les différences, elles sont là à tous les niveaux. Donc, des différences interindividuelles pour des enfants monolingues, et tout aussi importantes aussi pour les enfants bilingues ou confrontés à plusieurs langues. Donc, gardons ça en tête. Des particularités développementales quand même si le développement, je vous disais, est parallèle, on va dire, avec les premiers mots, les premières phrases prononcées aux mêmes âges.
Des particularités telles que ce qu'on appelle l'alternance des codes ou code switching, qui est un procédé conscient. Ça va être l'emprunt de mots. Par exemple, si je dis à un enfant, viens, je vais te faire un batchig. Voilà, par exemple, donc je vais emprunter un mot, batchig, bisous, à l'arménien pour le mettre dans une phrase en français. Et donc ce procédé-là de code switching, de passage d'une langue à l'autre, quelque chose de tout à fait normal, pas du tout de l'ordre de la pathologie, et c'est tout à fait normal d'emprunter des mots. Et un enfant qui emprunte des mots d'une langue à l'autre, mais qui continue à parler, signe le fait que voilà, il est complètement dans la communication. Et un enfant qui serait vraiment en difficulté s'arrêterait de parler quand il n'aurait pas de mots dans un code ou dans un autre à sa disposition et ne continuerait pas à parler. Et donc, c'est un procédé qui est conscient, effectivement, quand on est adulte, bien sûr. On sait très bien qu'on a emprunté un mot, qu'on a fait une alternance de code, et c'est un jeu aussi entre personnes bilingues de deux mêmes langues, de passer d'une langue à l'autre, etc. Et donc, un processus tout à fait normal. Il y a une autre particularité développementale aussi qu'on appelle le code mixing. Et cette fois-ci, on va plutôt parler d'un procédé inconscient. Mais là aussi, c'est tout à fait normal dans l'acquisition d'une nouvelle langue. Je pense par exemple, si un enfant dit Yes, vetsdareganunim au lieu de vetsdareganim. Par exemple, c'est-à-dire l'enfant va traduire du français à l'arménien. Il va faire un calque, il va traduire, il va dire j'ai 6 ans, mais avec la mauvaise forme, c'est-à-dire il aura traduit avec l'auxiliaire avoir, et en arménien c'est l'auxiliaire être qui est comme en anglais. Voilà. Donc là c'est ce qu'on appelle un code mixing, et donc c'est aussi une étape normale puisque les enfants utilisent la généralisation pour apprendre le langage. Et dans ce cas-là, c'est une surgénéralisation, et après, les enfants vont pouvoir rectifier et apprendre les formes correctes. Alors, quels sont les autres facteurs ? Eh bien, selon le changement de dominance, effectivement, si l'enfant est scolarisé dans une langue, à la crèche, en garderie, à l'école, il va apprendre les mots de cette langue dans l'environnement qui lui est propre, dans cette langue-là. Donc, effectivement, si l'enfant à 3 ans est scolarisé dans une école classique, où c'est le monolinguisme français qui est présenté, donc il va revenir avec des mots en français à la maison, et donc il va avoir un changement de dominance parce qu'il sera à l'école pendant 3, 4, 5 heures par jour, et donc là aussi c'est normal que la dominance change. Dans le cas de l'école arménienne, il y a du coup cette immersion-là en arménien, et donc c'est vraiment quelque chose de très bien pour renforcer la langue arménienne. L'intérêt du coup des écoles arméniennes pour le développement parallèle des 2 lexiques aussi, le lexique de l'école par exemple, qui n'est pas employé à la maison évidemment, et donc qu'il soit appris dans les 2 langues, ça va être quelque chose de très important et très intéressant. Selon l'ordre de naissance aussi, nous voyons que cela a une influence sur le développement du langage. Les premiers-nés, on dit toujours qu'ils ont plus de chances d'atteindre des niveaux de bilinguisme plus élevés. Pourquoi ? Parce que le premier-né d'une famille, d'une fratrie, est en contact exclusif avec ses parents. Donc si les parents lui parlent une certaine langue, une langue minoritaire, il va avoir beaucoup de temps consacré par ses parents dans cette triade, on va dire. Il va avoir plus d'apports langagiers, plus d'input dans cette langue-là. Après, un cadet, un benjamin, eh bien, les frères et sœurs vont revenir de l'école, ils vont avoir tendance à parler dans la langue majoritaire aussi avec leurs frères et sœurs, leurs cadets, leurs benjamins, et donc cet enfant-là sera moins en contact avec la langue minoritaire du foyer, et il aura aussi moins d'apport de la part de ses parents en termes exclusifs. Les parents auront moins de temps à les consacrer forcément. Selon les attitudes langagières, et là
effectivement, toutes les études montrent que des parents qui ont une attitude positive par rapport au bilinguisme vont transmettre ces sentiments à leurs enfants. Et il y a vraiment une corrélation entre ces attitudes-là envers les deux langues et le niveau de bilinguisme atteint. D'où l'importance de valoriser le fait de parler plusieurs langues et en tout cas d'être conscient qu'il y aura un impact de la valeur que vous attribuez aux langues sur l'apprentissage de l'enfant. Et l'enfant, il le ressent très très rapidement, ça. On a des exemples, par exemple en Islande, qui est un pays d'émigration très récent. L'émigration date d'une dizaine d'années, c'est quelque chose de très récent. Et donc, l'État a remarqué, islandais, que les enfants qui venaient, qui étaient issus de la migration, rentraient à l'école, apprenaient l'islandais, mais même en sortant de l'école, 10 ans plus tard, avaient un faible niveau en islandais. Et donc, l'école ne remplissait pas son rôle. Et après des études à ce niveau-là, les chercheurs se sont rendus compte que les enfants ne fournissent pas d'efforts pour complètement apprendre cette langue-là, s'imprégner, parce que l'islandais n'est pratiqué qu'en Islande. L'accent, la valorisation est mise sur la langue anglaise. Donc ces enfants-là issus de la migration, ils vont plus avoir tendance à perfectionner leur anglais, qui va leur servir, que l'islandais qui n'est parlé qu'en Islande et qui n'est pas assez valorisé par les parents déjà en premier lieu et par ce qui est transmis aussi au niveau du pays, avec beaucoup de films qui passent à la télé uniquement en anglais, etc. Vous voyez très peu de choses au final en islandais. Un impact aussi selon le nombre de locuteurs qui va être au contact des enfants et qui vont parler la langue. Les études montrent que s'il n'y a dans l'environnement de l'enfant qu'un seul adulte parlant une seule langue précise, le niveau va être moins élevé que s'il y en a 4-5. Il y a le parent, les grands-parents, des voisins, etc. Forcément, puisqu'il y aura plus d'apports langagiers s'il y a plus de monde qui parle cette langue. Selon le rôle joué par l'école aussi, et surtout au niveau des représentations des enseignants sur les langues familiales de leurs élèves. Là aussi, c'est une question de valorisation de la langue. Et donc, les enfants le ressentent très tôt. Si leurs langues sont valorisées, accueillies à l'école ou pas. Je fais pas mal d'interventions en crèche et c'est vrai qu'on préconise aussi, et on trouve souvent dans les crèches, maintenant une valorisation de toutes les langues, et dès l'entrée en crèche, un panneau sur lequel il est écrit « Bienvenue dans toutes les langues ». C'est une manière de montrer que toutes les langues des familles sont valorisées au même niveau et sont accueillies. Et ces représentations-là ont un grand impact sur la motivation de l'enfant à apprendre telle ou telle langue du fait de sa reconnaissance. Et la motivation de l'enfant, bien sûr, est primordiale. Alors, attention, un environnement bilingue ne va pas garantir le bilinguisme. Une étude intéressante a été menée par Marie-Rose Moreau, qui est une pédopsychiatre de la région parisienne. Et elle montre que seulement 10% des enfants de migrants de France, en fait, seraient bilingues, versus 60% en Angleterre, par exemple. Donc, vous voyez, 10%, c'est infime. On se dit qu'il y a très très peu d'enfants qui, du coup, au niveau de cette transmission-là, qu'elle est infime. Elle nous donne une explication en disant que c'est la peur du communautarisme en France. Probablement, mais c'est aussi le fait, je pense, que toutes les langues, on parlait de 400 langues différentes parlées en France, que toutes les langues ne soient pas valorisées et mises sur le même pied d'égalité aussi que des langues plutôt prestigieuses comme l'anglais, entre autres. L'importance des facteurs environnementaux, des facteurs psycho-affectifs, des facteurs socio-linguistiques, aussi pour l'acquisition d'une nouvelle langue. Des auteurs ont lancé des études pour voir si
il y avait plus de troubles de la parole, du langage, dans une population bilingue que dans une population monolingue. Et leurs travaux ont montré que non, il n'y a pas plus d'enfants ayant des pathologies langagières au sein de la population bilingue que monolingue. Donc ça peut être vraiment important à garder en tête, en tout cas, et comme on le disait en introduction de cette conférence, le bilinguisme en soi n'est pas une pathologie langagière, loin de là. Donc un bilingue aussi, gardez en tête qu'un bilingue n'est pas la somme de deux personnes monolingues, forcément. Voilà, et c'est vrai que comparer, quand on est dans la comparaison, eh bien, c'est toujours difficile. En résumé, les facteurs qui favorisent l'apprentissage dépendent de l'enfant, certes, de ses potentialités, de ses capacités, qui sont stimulés par un environnement qui va adopter des attitudes, qui va adopter des moyens, qui vont encourager l'apprenant, cet enfant-là, et qui vont structurer ses apprentissages. Donc gardez en tête la quantité d'exposition à une langue, la qualité, la variété des apports langagiers, etc. Et un enfant est tout à fait capable de développer plusieurs langues simultanément. Des auteurs nous disent qu'un enfant, voilà, il a besoin d'environ 50% de son temps pour apprendre une langue. Donc vous voyez que les enfants sont tout à fait capables d'apprendre plusieurs langues simultanément, du moment qu'ils sont baignés dans des milieux, voilà, où la quantité, la qualité, tout l'environnement psycho-affectif est respecté. S'il y a des troubles du langage, des pathologies langagières, on va plutôt creuser du côté des conditions d'émergence et du développement du langage, et non pas uniquement le bilinguisme, le multilinguisme qui en serait la cause. Des conseils pratiques à présent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, adressez-vous vraiment aux enfants dans la langue dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Ça, c'est important à garder en tête pour justement apporter tout cet apport quantitatif, qualitatif à l'enfant et ne pas restreindre votre communication par manque de certains mots, etc. L'important, c'est de communiquer au maximum, de ne pas se forcer à parler une langue dans laquelle on n'est pas à l'aise et qu'on ne maîtrise pas suffisamment. Deuxième conseil, se concerter avec les professionnels de la petite enfance par rapport à une insertion, une immersion en crèche, voilà, d'un enfant qui aurait une autre langue à la maison. Donc se concerter avec les professionnels, c'est voilà, évoquer ses habitudes langagières, c'est donner quelques mots importants que les professionnels devraient apprendre, leur apprendre à prononcer correctement le prénom de l'enfant, par exemple. Voilà, tout ça pour que l'enfant, quand il se retrouve immergé dans une autre langue, ne soit pas anxieux et en tout cas soit rassuré. Alors en plus grand, eh bien, en maternelle, en primaire, d'où l'intérêt d'une immersion à l'école Marc-Arian-Papazian par exemple, où voilà, la langue arménienne est enseignée, reconnue à tous les niveaux. Ne sous-estimez pas le fait que comprendre une langue est une compétence importante. Comprendre, voilà, c'est une réelle compétence. Pour moi, si je vais en Chine et si je comprends la langue, ce sera vraiment quelque chose de très important pour moi et je ne serai pas perdue. Souvent, certains enfants comprennent, montrent cette compétence en compréhension, mais ont plus de difficultés en expression, dans la communication. Mais c'est déjà une compétence. Si l'enfant, ne parle pas la langue que vous souhaitez qu'il parle à la maison, eh bien, ne le brusquez pas, ne le forcez pas, ne lui imposez pas de parler cette langue-là, parce que il faut rester dans le plaisir de la communication à tout moment, et pas dans une communication qui serait imposée. Par contre, vous pouvez très bien favoriser une immersion dans la langue, dans notre cas ici, dans la langue arménienne. Vous pouvez très bien favoriser l'immersion de l'enfant
dans différents moments, favoriser cette immersion-là par exemple, en faisant vivre cette langue-là, en cuisinant avec l'enfant dans cette langue-là, en lui chantant des berceuses, en lui lisant des livres, lui passant des DVD dans cette langue, etc., avec des voyages dans d'autres pays, au Liban, en Arménie, etc., pour un plus grand contact avec la langue. Mais voilà. Et de tenter de créer des situations vraiment où l'enfant devra avoir recours à la langue et comprendra l'importance de la maîtriser. Vous voyez ? Voilà. Apprendre une langue, au final, ne doit pas du tout être quelque chose d'artificiel. Les enfants ont de grandes compétences qui se perdent avec l'âge. On parle beaucoup de plasticité cérébrale, jusqu'à environ 7 ans. Ils apprennent très facilement, ils oublient aussi très facilement. Donc, il ne faut pas être dans l'artificialité, mais vraiment dans une langue qui est vécue, qui sert à quelque chose, et qui va être là non pas comme une langue apprise de manière scolaire uniquement avec des connaissances scolaires, mais vraiment dans une langue de transmission et de communication journalière, utilisée quotidiennement. Et puis vous dire que la relation qu'entretient un enfant avec sa langue minoritaire est influencée par l'âge de l'enfant. C'est vrai que les enfants, ils veulent tout le temps être comme leur père, comme leurs autres amis, et du coup, ils ont du mal avec la différence, et parfois ils vont vouloir ressembler à leurs amis qui maîtrisent, qui parlent uniquement une langue, par exemple, et donc il y a ça aussi à garder en tête. D'où aussi l'importance d'une scolarisation dans une école arménienne, et ça peut être le moyen justement encore de valoriser la langue. Alors quelques ressources qui sont disponibles en ligne et que vous pourrez aller voir. Donc j'ai ouvert Internet, d'ailleurs on va pouvoir regarder ce site-là qui est tout récent, que je vous encourage à aller consulter, qui s'appelle alloortho.com, qui a été créé par les orthophonistes, justement qui vous guide autour des grandes questions concernant le langage, les grandes questions que vous poseriez. Donc sur ce site-là, il y a des questions en général sur le langage, sur les apprentissages de l'enfant, donc vous pourrez aller le consulter, et puis quelques fiches que j'ai rédigées sur justement ces questions-là de multilinguisme et les questions que vous pouvez avoir. Donc, par exemple, mon enfant ne parle pas ma langue maternelle, dois-je m'inquiéter? Donc vous irez lire. Les enfants bilingues vont-ils mélanger leur langue, par exemple? Le bilinguisme a-t-il une influence sur le développement correct du langage? Et une quatrième, les enfants bilingues vont-ils parler plus tard? Et puis, donc, vous pouvez... Normalement, le site internet est ouvert. Je l'avais fait tout à l'heure, voilà. Donc, je vous encourage à aller regarder plus en amont ce site avec beaucoup d'autres fiches. Sur des problématiques en lien avec l'acquisition de l'oral et l'acquisition de l'écrit. Alors, un autre site très intéressant qui s'appelle le site d'Ulala, d'une langue à l'autre, qui là aussi apporte beaucoup de ressources en fait sur les grandes questions que se posent les parents, également les enseignants, avec une valorisation, différents outils que vous pouvez utiliser pour valoriser les langues à l'école, à la maison, etc. Et donc un site très intéressant aussi avec des ateliers qui sont mis en place dans la région parisienne, on est à Lyon, tant pis, des ateliers langagiers pour favoriser, pour valoriser d'autres langues en dehors du milieu familial. Et donc il y a différentes langues, des ateliers en différentes langues hebdomadaires dans lesquels peuvent s'inscrire les enfants.
Voilà, donc un site très intéressant. Il y a aussi de la documentation pour les enseignants. Monsieur Géraud pour les transmettre aux enseignants aussi, avec voilà, des boîtes à histoire, etc. L'idée étant vraiment de travailler sur cet éveil au langage, éveil aux langues, voilà, comme d'autres sites aussi de l'éducation nationale promeut. Une autre ressource en ligne, avec une vidéo que j'aime bien, d'une 15aine de minutes, de Marie-Rose Moreau, la pédopsychiatre dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est dans la région parisienne et qui exerce à l'hôpital Bobigny, à Avicenne, avec une grande population de migrants. Et donc dans cette vidéo-là, qui est sur YouTube, vous suivrez le lien, eh bien, elle explique toute l'importance de la langue maternelle, et aussi elle-même en tant que personne bilingue, comment elle a pu avoir une enseignante, comme elle l'explique, qui l'a comprise et qui a pu participer à l'acquisition, à son acquisition de plusieurs langues. Une plaquette grand public sur le fait de valoriser les langues maternelles, langue du cœur, et donc vous voyez des conseils donnés aux parents sur le bilinguisme, le plurilinguisme, et le fait que c'est vraiment une chance d'avoir plusieurs langues à son répertoire, à son actif. Et puis vous voyez sur cette partie-là, il y a des renseignements pratiques sur l'évolution du langage et le fait, les compétences des enfants à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, et quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Alors, je laisse la parole à Géraldine pour peut-être une partie conseils pratiques. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand les langues ont 2 systèmes de langues très différentes, les enfants peuvent mettre plus de temps pour maîtriser les 2 langues. Et du coup, on peut avoir un décalage. Souvent, on voit des enfants en français qui sont un petit peu en retard. Et en fait, quand on regarde la structure de la langue maternelle, quand elle est vraiment complètement différente, ça peut être au niveau syntaxique, lors des mots, ça peut être phonologique, tous les sons, l'organisation des sons. Les enfants, on sait que les enfants vont mettre beaucoup plus de temps. Et il peut arriver que 7-8 ans, ils sont toujours en décalage par rapport au monolingue français. On n'a pas d'outils, je le redis encore une fois. Ce qui nous inquiète beaucoup, et là c'est vraiment faire attention, c'est quand l'enfant déforme les mots dans les 2 langues. Que ce soit dans la langue maternelle ou dans la seconde langue, à partir du moment où phonologiquement il y a des petites inversions, il y a des sons qui changent, c'est un signe. Et ça c'est très tôt, vers 3 ans, 3 ans et demi. Généralement les enfants maîtrisent déjà les sons des langues, ils arrivent à jongler. Et là, c'est vraiment le signe important où il faut consulter, il ne faut pas attendre pour justement mettre en place ces sons, puisqu'après, ça va avoir aussi un impact sur la mise en place du langage écrit. Donc, très, très important. Là, c'est vraiment le message que je voulais vous faire passer. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie. En fait, on leur fait répéter des mots un peu bizarres, ce qu'on appelle des logatomes. Et quand ils déforment, c'est qu'il y a un trouble, ce qu'on appelle un trouble phonologique. Donc, trouble phonologique, c'est quoi? C'est qu'en fait, le cerveau traite mal les sons du langage. Il a du mal à se les représenter. Donc, quand il y a 2 systèmes de langue, ça va être encore plus compliqué. Mais surtout que s'il n'a pas d'aide, l'enfant, il va vraiment avoir des difficultés. Voilà. Donc, le signe, vraiment, c'est les sons. Je déforme dans ma langue maternelle et je déforme dans la 2e langue. Alors, déformer, c'est remplacer des sons. C'est aussi surveiller les syllabes, si les syllabes sont plus courtes. Nous, par exemple, on a des syllabes complexes. Par exemple, tracteur. Un petit, il va vous supprimer, ça va devenir le tâteur. Mais à 3 ans et demi, 4 ans, il va peut-être pas tout sortir, mais ça va quand même ressembler à la forme. Mais quand on a un enfant qui continue à avoir ce qu'on appelle des consonnes-voyelles, tâteur à 3 ans et demi, c'est problématique. Donc c'est vraiment ça qu'il faut repérer et ne pas hésiter en tout cas à consulter. Il vaut mieux consulter pour rien que laisser un enfant avec un trouble du langage parce que ça va être beaucoup plus compliqué. Ce que je vois moi par rapport à mon activité, c'est que malheureusement il y a des mauvais conseils. Alors vous, c'est particulier parce que c'est votre école, mais j'ai pas de chance avec les micros. Mais je fais des pannes informatiques tout le temps. À l'école, nous, on a souvent des écoles qui ont des mauvais conseils. Donc par exemple, quand les mamans ne parlent pas bien le français, on leur dit oui, non, il faut exposer un peu plus au français. Donc les mamans déforment et que font les enfants? Ils copient.
et ils répètent les productions des parents. Donc, il vaut mieux que la maman reste dans sa langue maternelle, et ça c'est bien clair, et l'enfant après apprendra à l'école. Et à l'école, nous on sait que si on a des enfants, il y a plusieurs types de multilinguisme. Hein. On a ce qu'on appelle par exemple le multilinguisme simultané, c'est-à-dire que les deux langues sont acquises tout petit. À l'enfant, il entend les deux langues. Et puis on a ce qu'on voit, c'est le bilinguisme consécutif. Donc c'est des enfants qui vont être exposés à la langue maternelle jusqu'à l'âge de 3 ans, et quand ils vont arriver à l'école, ils vont être exposés au français. Donc on a souvent ça. D'expérience, et même par rapport, on a lancé des mémoires d'orthophonie là-dessus, on s'est rendu compte, cette histoire, plus les langues sont proches, plus l'enfant va maîtriser rapidement les deux systèmes. C'est-à-dire qu'en grande section de maternelle, les enfants jonglent dans les deux langues, ils sont plutôt bien. Plus les langues sont éloignées, en grande section de maternelle, ils ont toujours les deux systèmes en acquisition. C'est toujours plus compliqué, donc ils font encore beaucoup plus d'erreurs. Enfin, c'est pas d'erreurs, c'est des formes plus jeunes, quoi. Voilà. Donc, l'importance, effectivement, de connaître le type de multilinguisme. Comme tu disais, l'exposition. Nous, on a un impact qui est vraiment très important, c'est les milieux défavorisés. La langue, ça va impacter, et après, on sait aussi que le fait qu'il y ait une moins bonne maîtrise des langues, ça va aussi impacter l'acquisition du langage écrit. On a vraiment, la littérature nous montre, que ce soit monolingue ou bilingue, dès qu'on a peu d'exposition, ça va avoir une répercussion, en tout cas, pas au niveau de la lecture, je veux des chiffres, mais au niveau de la lecture, je comprends. C'est cette fonction-là qui va être atteinte, et qu'on va surtout repérer en CE1, parce que CP, des chiffres, ils se débrouillent, mais après CE1, CE2, CM1, CM2, ça devient plus compliqué. Voilà. Si vous avez des questions, peut-être? Oui, on peut passer un temps de questions. Oui. J'avais une question sur les taux de bilinguisme en France et au Royaume-Uni, dans le sens où c'est indiqué qu'en fait c'est par peur du communautarisme. Je me demandais aussi si c'était pas par rapport aussi au fait que peut-être que les Britanniques n'ont pas la même appartenance à leur langue, peut-être dans le sens où c'est une langue internationale, alors que le français est plus... je ne sais pas comment expliquer en fait, on a l'impression de plus développer son université à travers le français, alors que peut-être qu'au Royaume-Uni, justement, on pense que vu que l'anglais est une langue internationale, il faut plus développer justement sa langue maternelle. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Voilà, je vous ai mis ce que pensait Marie-Rose Moreau, et vous pourrez écouter la vidéo là sur YouTube, le lien où elle en parle justement de ça, des 10% versus 60%. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Mais c'est vrai que la France s'est bâtie sur un monolinguisme, aussi avec les patois à l'époque qui étaient interdits dans les écoles, etc. Et c'est vraiment la base, vous avez raison, de l'identité française, une langue, une seule langue, une nation, etc. D'où aussi ces préjugés, ces mythes concernant le bilinguisme qui perdurent. Mais voilà, c'est quand même en passe de changer, d'évoluer, avec voilà. Et au niveau scolaire, oui, d'un côté, il y a tout ce volet-là, éveil aux langues, qui est valorisé. De l'autre, il faut continuer à valoriser toutes les langues, pas que les langues allemand, anglais, italien, espagnol, mais toutes les langues des enfants, en tout cas au même statut, et pas avec certaines langues qui aura un statut prestigieux et qu'on enseignerait volontiers, et pour lesquelles on conseillerait aux parents, oui, de parler dans leur langue maternelle, et d'autres langues minoritaires, moins valorisées, ayant un statut moins prestigieux, pour lesquelles on conseillerait aux parents de ne pas les transmettre et de parler plutôt en français. Donc il y a vraiment un côté prévention qui est important à faire, voilà, et qui est de plus en plus réalisé, je disais, par les enseignants, les chercheurs, les orthophonistes. Oui, voilà. Merci, les orthophonistes, et puis un enseignement à la fac aussi sur ça. Et je vous dis, de plus en plus d'interventions aussi dans les crèches, et
on est vraiment sur cette même lignée-là de valorisation de la langue maternelle, de la transmission des langues et de l'importance de tout ça. On va y arriver, peut-être on a... J'ai une question concernant le mixage des langues. Tout à l'heure, vous avez fait allusion à ça. Je voulais savoir si une même personne, un adulte référant à un enfant, qui mélange les deux langues, l'arménien et le français en l'occurrence, je parle de moi ici à l'école, je travaille à l'école, est-ce que ça peut porter une confusion à l'enfant lorsque lui s'adresse à moi? Alors en fait, effectivement, les enfants vont apprendre du modèle des adultes. Donc c'est sûr que si, dans la tendre enfance des enfants, le parent utilise toujours un mot pour une... J'utilisais l'exemple de batchig. Si le parent n'utilise que le terme batchig au lieu de dire bisou, par exemple, s'il parle en français, effectivement, l'enfant va apprendre cette forme-là. Et donc les enfants apprennent par imprégnation, par calque, etc. Donc c'est sûr que dans la tendre enfance des enfants, quand ils sont très petits, on ne conseille pas de trop utiliser ce code switching, ce passage d'une langue à l'autre. Mais après, quand ils sont en train d'apprendre la langue, mais de toute façon c'est un phénomène naturel, complètement naturel, et donc on ne va pas le mettre, c'est ce qu'on appelle le parler bilingue et c'est quelque chose de naturel, donc on n'a pas non plus, quand on est face à des personnes qui ont les mêmes langues que nous, à restreindre, on va dire, voilà. Mais quand les enfants sont très jeunes, entre 0 et 4 ans, et sont en pleine phase d'apprentissage du langage, là il vaut mieux se tenir à une langue et éviter de trop mélanger. Voilà. Alors, je ne sais pas mélanger simultanément. Oui, je veux dire, les enfants ont conscience qu'Anaïd maîtrise les deux langues. Oui. Et voilà, selon le moment de la journée, s'ils viennent dans mon bureau, je vais plus facilement m'exprimer en français. Et quand je suis à la cantine, ça va être plus facilement en arménien, parce que c'est un moment où on partage en arménien. Mais donc c'est tout à fait normal et c'est bien de continuer comme ça. Ils le savent que tu maîtrises les deux langues et donc ils vont pouvoir eux-mêmes utiliser leurs deux codes à leur disposition. Voilà, c'est plus un conseil là quand l'enfant est très jeune, que les parents se fixent une langue et transmettent cette langue, bien que parfois on n'a pas l'équivalent exactement des mêmes mots dans les deux langues, et donc forcément on va utiliser un code en particulier. Après, le parler bilingue, c'est quelque chose de normal et de classique. Tu voulais rajouter? Non, c'est un jeu aussi de passer d'une langue à l'autre. Est-ce que le cerveau d'un enfant bilingue fonctionne différemment que le cerveau d'un enfant monolingue, puisque maintenant la neurobiologie utilise beaucoup les IRM pour expliquer les différences dans différents types de comportements. Et cette année, j'ai lu une étude qui m'a étonné, qui disait, je crois que c'était une étude anglaise, qui disait que, c'est le résumé que j'ai lu, qui expliquait que les enfants bilingues, français-anglais, je crois, avaient une meilleure maîtrise des mathématiques que les enfants monolingues. Alors ça, c'est vrai que c'est tout à fait vrai, mais quelles que soient les langues de l'enfant, pas qu'un bilinguisme français-anglais. Tout à l'heure, je vous décrivais les bénéfices en fait du bilinguisme. Il y avait les bénéfices cognitifs et donc effectivement, on parle d'une plus grande alerte intellectuelle, d'une capacité d'abstraction plus accrue, et les mathématiques rentrent là-dedans aussi. Voilà, et une plus grande créativité et donc ça rentre dans ces bénéfices cognitifs. Mais je ne restreindrai pas uniquement au bilinguisme français-anglais, forcément. L'étude n'est pas anecdotique. Non. Peut-être tu voulais rajouter moi j'ai entendu déjà plusieurs fois, effectivement, ces enfants ils sont plus, en fait, au niveau cérébral, ils ont beaucoup plus de connexion.
Ils peuvent parfois être beaucoup plus rapides sur certaines tâches quand on les teste. Voilà. Alors vous pourrez écouter sur le site du Lala avec les petites capsules vidéo, il y a une capsule là-dessus, donc vous pourrez l'écouter. Et puis aussi le bilinguisme, les études montrent que c'est un facteur de protection. Des études ont été faites sur les personnes ayant une pathologie de type neurodégénératif, comme la maladie d'Alzheimer, et les études montrent que la maladie va avancer moins vite en fait, que ça va être un facteur de protection, le fait d'être multilingue. Voilà. Mais forcément, bien sûr, il va y avoir des conséquences dans le cerveau, d'autres connexions neuronales, et on le voit en pathologie par rapport à des patients qui ont une aphasie, et comment ils peuvent récupérer une langue versus pas une autre, etc. Et quand ils sont multilingues, oui, il faut travailler dans toutes les langues. Et souvent, la récupération n'est pas identique, en fait, dans toutes les langues. Et l'importance de la langue maternelle aussi, qui est souvent la première qui revient, etc. Merci. Moi, je voulais vous poser une question en faisant grandir un petit peu nos enfants, puisque là, ils sont encore relativement jeunes, mais quand ils arrivent au niveau du collège, donc ils ont un certain apprentissage de 2 ou 3 langues, enfin peu importe, et arrive un quatrième mode, ou troisième mode d'expression qui se traduit sur les écrans par des SMS, par des langages que je ne connais pas du tout personnellement d'ailleurs, mais enfin peu importe. Et ma question était la suivante, de savoir, est-ce que le fait de cette entrée nouvelle, de ce nouveau mode d'expression avec un langage qui leur est plutôt propre quand même, etc., où ils se comprennent bien, est-ce que ça a une incidence sur l'évolution de leur apprentissage de langue simultanée ou pas? Au niveau de l'écrit, vous voulez dire? Même au niveau de l'oral, parce qu'ils ont aussi un langage, bon, l'écrit bien sûr, mais dans l'ensemble de leur mode d'expression. C'est par rapport aux écrits quand ils écrivent leur... Non, le fait qu'ils aient... Vous parliez tout à l'heure de langues relativement voisines, donc c'est plus facile de développer tout ça. Si les langues sont de nature très différente, c'est ce que j'ai compris, vous prenez l'arménien, vous prenez le chinois, c'est pas tout à fait du même type, c'est plus compliqué. Si vous rajoutez, quand ils ont 12-13 ans, un langage soit écrit, soit même oral dans un domaine qu'on ne connaît pas très bien, est-ce que ça les perturbe un peu plus, ou est-ce que ça n'a aucune incidence? Est-ce que, je sais pas, des études ont été faites à ce niveau-là? J'aimerais savoir un peu ça. Sur plusieurs langues Plusieurs langues, généralement, plus on apprend des langues et plus on est performant pour les apprendre. Il y a vraiment ça. Après, c'est des systèmes, c'est des codes. Bien évidemment, il y a des personnes qui sont plus aisées pour apprendre des nouveaux codes que d'autres, parce que la langue, c'est plein de choses. Donc ça va dépendre en fait de beaucoup de l'individu en fait. Alors moi je répondrai comme ça parce que bon, il n'y a pas d'études. Voilà, c'est pas de ligne qui soit définie ou d'études qui aient été faites précises là-dessus. Peut-être pas assez de recul aussi. Il y en a peut-être, en tout cas moi je ne les connais pas. Oui, c'est relativement récent. Je pense qu'il y a plus d'études quand même sur les enfants et que sur la période de l'adolescence, effectivement. On a des études plus à ce moment-là sur l'écrit. Sur l'apprentissage de l'écrit et comment font les enfants pour acquérir notre langue à l'écrit, surtout des enfants qui seront en difficulté par rapport au français, avec une dyslexie, etc. Et comment ils font pour acquérir un autre écrit avec un système orthographique très opaque, comme l'anglais par exemple. Voilà. Mais on a, oui, à cet âge-là, oui, les études sont plus... Oui, c'est vrai, merci. Bonsoir. Alors, je vais revenir à la quantité de l'exposition. Micro, c'est mieux. Si la quantité de l'exposition, c'est tous les jours, une seule langue à la maison, par exemple l'arménien, est-ce que c'est l'immersion, première chose. Et puis si c'est les deux par an,
Est-ce que c'est... bon, déjà, c'est pas un danger pour la langue française, parce que la langue française, ils l'apprennent bien à l'école Marie-Antoinette Bazin, entre autres. Et puis, la dominance... Alors, voilà, c'est toute la creusée de l'exposition qui m'intéresse, quoi. Et puis, l'immersion, il y a plusieurs formes d'immersion, quoi. Il y a l'association Mille et un mondes, par exemple, et puis même à la maison, ou même dans d'autres associations, qui peuvent faire des jeux ou des choses, même les voyages en Allemagne, en Angleterre. Alors, j'aimerais que tu reviennes un peu sur la quantité de l'exposition. Enfin... Du coup, oui, la quantité de l'exposition, elle est importante en termes de niveau après atteint. Et comme je le disais, c'est vrai que ça c'est valable, quelle que soit la langue de l'enfant. Et on voyait les différences en fait interindividuelles, même chez les enfants monolingues, dès tout petits. C'est vrai que si quantité et qualité, en fait, les deux vont de pair. Si le parent dit toujours à l'enfant, parle sous forme d'ordre, ramasse tes affaires, ramasse tes jouets, tes chaussures, etc. Et alors la quantité, s'il répète tout le temps la même phrase, elle va y être, il y aura une quantité, mais il n'y aura que des ordres, et pas tout un autre type de lexique, des phrases construites autrement, une activité partagée sous forme de jeu, sous forme de lecture de livres, etc. Donc en fait, la quantité et la qualité vont de pair, et effectivement, quand ces facteurs-là n'y sont pas, et bien c'est là où on va avoir un développement du langage qui va être appauvri, et c'est là où les inégalités langagières vont se creuser, et qu'elles auront ensuite un impact. Effectivement, l'oral aura un impact sur l'acquisition de l'écrit. Si l'enfant arrive à l'école, au CP, etc., il lit des livres, des histoires avec l'apparition du passé simple dans les histoires, mais s'il n'a jamais eu de livres lus à la maison où il a entendu ces formes-là du passé simple, par exemple, tu vois, ça va être l'acquisition de ces formes-là vont être plus difficiles. C'est pareil pour quelles que soient les langues. Donc, dans les études, on parle qu'il faudrait une immersion d'environ la moitié du temps de l'enfant, 50% du temps suffit à l'enfant pour apprendre une langue. Voilà, donc c'est comme ça que un parent peut parler une langue et le deuxième parent une autre langue, avec une parité à peu près dans l'usage. Voilà. Et puis une immersion précoce dans une langue et la présentation d'une autre langue à l'école maternelle, c'est très bien aussi. Donc c'est le cas d'un bilinguisme consécutif précoce et avec des bons... Alors, je vais être... Une immersion suffisante. Voilà. Je ne sais pas si c'était ta... Oui, bref, là j'ai encore une autre question. Là, pour la langue, ça doit être un plaisir. Oui, rester dans le plaisir, alors, ça c'est très important. Et puis, naturel aussi. Je parle le cas de l'arménien, à la maison ou ailleurs, il faut que ce soit naturel. Tu disais, c'est pas une forme de critique que je fais, mais tu disais, oui, il fallait pas forcer l'enfant. Mais si il faut quand même donner une impulsion, non ? Bien sûr, bien sûr. Il faut donner l'impulsion, c'est-à-dire il faut avoir une politique linguistique. Et savoir ce qu'on fait aussi. Parce que si on force pour forcer, et que l'enfant il sait très bien que tu maîtrises les deux langues, le français et l'arménien, pour lui c'est plus facile, la langue majoritaire c'est le français, ça va être plus facile de parler en français, surtout s'il revient de l'école et qu'à l'école il a abordé certaines notions avec un lexique, un vocabulaire qu'il ne maîtrise pas forcément en arménien, l'histoire, la géographie, etc., même les maths, voilà. Donc ça va être pour lui plus facile de te raconter sa journée peut-être en français qu'en arménien, voilà. Après, c'est pas grave, toi tu peux très bien rester dans une conversation en arménien. Comme je le disais, la compréhension déjà de la langue, c'est une compétence très importante, mais souvent beaucoup l'accent sur l'expression, sur la production. Mais déjà, la compréhension, c'est une très grande compétence en elle-même. Donc, garde ça en tête. Et après, toi, continuer dans un discours en arménien, et puis rester non pas dans quelque chose d'artificiel, mais de naturel. Par contre, accentuer l'apport langagier, l'input, cette quantité-là,
dans des activités où il n'y aurait par exemple que la langue arménienne. Je pense à l'association Mille et un Mondes, qui organise beaucoup de choses, des ateliers uniquement en arménien, ou un séjour dans un pays, le Liban, la Syrie, etc., l'Arménie, où la langue va être la langue du quotidien et où l'enfant va devoir du coup complètement parler dans cette langue, ou un correspondant, ou une autre personne qui ne parle que la langue arménienne, et où là l'enfant va du coup utiliser le code. Tu as raison, mais même s'il faut, tu dis, il ne faut pas forcer, c'est sûr, parce qu'après, mais si on ne dirige pas, si on, si on ne force pas, ce sera du laxisme. Oui, je comprends. Bon, voilà, je ne veux pas polémiquer. Merci, si, je comprends bien, évidemment. Donc, on a tous envie de transmettre la langue maternelle et l'arménien, évidemment. Je crois que ce que Olivier voulait vous dire, on ne court pas le risque que l'enfant, nous on parle l'arménien, lui il nous répond en français, qu'il garde cette habitude. C'est-à-dire se dire, c'est bon, maman comprend le français, pourquoi me fatiguer de lui répondre en arménien? Oui, justement, l'enfant il va au plus court, au plus simple, de toute façon. Donc je crois que c'est ce qu'Olivier disait, quand même d'imposer une langue maternelle. Et finalement, les parents qui sont à l'aise avec l'enfant, qui n'ont pas de problème avec leur langue maternelle, pas de complexe, rien, parlent l'arménien à l'enfant. L'enfant, parlera très bien l'arménien à la maison et très bien le français à l'extérieur. Ça pose pas de... Non, finalement, les parents sont en première ligne, même avant l'école. Tout à fait. D'où l'importance. D'où l'importance déjà que le parent soit sûr de sa position. Après, forcer un enfant à parler une langue, c'est inciter, c'est inciter. Dans le diaporama, c'était bien écrit ne pas forcer, mais inciter, ça s'appelle avoir une politique linguistique familiale à la maison, c'est-à-dire penser les choses et favoriser l'utilisation de cette langue-là, mais rester dans le plaisir et puis se dire que de toute façon, s'il y a une immersion aussi à l'école, donc il y aura un apport de ce côté-là aussi, une valorisation de la langue, et c'est très bien. Et c'est tout ça qui va faire que, au final, l'enfant va apprendre la langue, va avoir plaisir à l'utiliser, et va la consolider aussi une fois à l'adolescence, à l'âge adulte, puisqu'on apprend toujours. Il ne faut pas se dire l'enfant il s'arrête au CM2, non, on continue à apprendre du vocabulaire et à améliorer ça, même étant adulte, et on apprend des nouveaux mots en fonction des études dans lesquelles on est immergé, etc. Le mot était un peu maladroit. Oui. Mais oui, je comprends bien sûr l'idée, effectivement, de tout mettre en œuvre pour valoriser au maximum cette langue. Mais restons dans le naturel. Non, et puis il ne faut pas tomber dans le travers de dire mon enfant me parle toujours en français, moi je parle en arménien. Mais comme chez toi, par exemple, vous maîtrisez très bien le français aussi, vous pourriez tomber dans le travers de parler en français aux enfants à moyen terme, parce que ça serait la facilité après. Et en fait, l'expérience montre que en grandissant, l'enfant, même s'il n'a jamais vraiment parlé en arménien avec toi, le jour où il va en avoir besoin, ça va sortir, quoi. Oui. Et nous, on l'a vu à Zarmanazan cet été, des enfants qui parlent que français à la maison, qui n'ont jamais mis les pieds dans une école arménienne, sont arrivés à Zarmanazan cet été, ils sont aperçus que tout le monde autour d'eux parlait l'arménien et que c'était leur seul moyen de communication. Et l'arménien est sorti comme ça, c'était magique. Et elles ont su s'exprimer en arménien pendant 28 jours. Quoi. Voilà. L'utilité de la elles langue. en avaient plein les oreilles depuis la petite enfance, et le jour où elles en ont eu besoin, elles avaient l'outil de communication en main. Là, moi, dans mes patients, j'ai beaucoup d'enfants qui sont arabophones, de famille d'origine arabophone. Les enfants ne parlent pas, alors les parents sont inquiets, on dit non, on va pourtant à la maison ou pas, etc. Puis quand ils partent, l'été, ils reviennent, et là, métamorphose, l'enfant a commencé à utiliser l'arabe parce qu'il s'y retrouvait un peu dans l'obligation de le faire. Et comme il est dedans depuis la naissance, il a son lexique, et puis il se lance, puis il voit que ça marche, il continue.
Donc ça, c'est assez fréquent. Je le vois en tout cas beaucoup. On a énormément d'enfants dans ce cas-là. Donc tant que les parents n'ont pas fait le voyage, des fois ça peut durer 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Puis un jour il y a le voyage et là c'est le retour. Souvent il reste 2 mois, donc c'est une immersion qui est longue. Ils reviennent avec cette expérience et l'enfant dit j'ai envie d'y retourner pour continuer à parler. Mais à la maison ils ne vont pas plus parler. C'est vraiment vrai. Ouais, j'ai une question donc, sur la définition du bilinguisme et sur l'élément familial qui est revenu très souvent dans votre présentation. Est-ce que l'élément familial, le facteur familial, est constitutif de cette définition? C'est-à-dire sans élément familial, on ne peut pas parler de bilinguisme. Par exemple, les enfants qui ne sont pas arménophones et qui viennent à Marquerin Papazian, sont-ils condamnés à ne pas être bilingues à la fin de leur cursus en CM2 ou... Voilà, c'est une question toute naïve que je vous pose. Par ailleurs, merci pour la présentation, je me suis reconnu dans énormément de points. Vraiment, voilà. Oui, alors au niveau de la définition du bilinguisme, c'est d'avoir 2 langues à sa disposition et de les utiliser dans le quotidien, c'est ça. Et s'enlever de la tête l'idée d'un bilinguisme parfait, avec des connaissances équivalentes, un équilinguisme, comme on appelle ça dans certaines lectures. Le bilinguisme parfait n'existe pas, c'est-à-dire le même niveau de compétence complètement égal dans une langue et dans l'autre langue. Donc voilà, c'est vraiment, on apprend en fonction des milieux dans lesquels on est immergé. Donc le lexique qu'on va apprendre à l'école va peut-être être différent du lexique de la maison, etc. Donc on n'aura jamais des compétences équivalentes vraiment dans les 2 langues. Donc non, pas forcément concernant votre question. Si une langue est présentée à un niveau scolaire, ça va être une immersion dans un milieu bilingue. Et donc les enfants, effectivement, peuvent très bien apprendre une langue scolairement. Alors bon, on a très bien vu notre parcours scolaire avec quelques heures d'anglais par-ci, d'allemand par-là, etc. On voit bien que ce n'est pas suffisant pour arriver à un niveau élevé de maîtrise. Voilà, le problème qui réside, c'est toujours cette quantité d'exposition. Et donc, qui va être l'équivalent après d'un certain niveau de maîtrise. Et garder en tête que les compétences, elles peuvent varier effectivement en fonction de l'âge. Et comme nous, nos compétences, elles sont langagières, elles sont différentes. Si, mettons, je pars 6 mois en Angleterre, bien, je vais forcément faire des progrès dans cette langue. Et voilà, donc elles sont tout le temps, on va dire, elles ne sont pas figées, elles sont en évolution permanente. Mais on apprend vite les langues et on les oublie aussi si on ne continue pas à les pratiquer. Là aussi, Donc oui, bilinguisme, plurilinguisme, il y a différents termes. On parle de bilinguisme institutionnel aussi quand la langue est présentée à l'école. Voilà. Mais ça n'est pas uniquement dans le milieu familial qu'on peut apprendre et maîtriser des langues. Loin de là. Voilà. Et le cas, la motivation est très très importante. On peut apprendre une langue adulte en étant très motivé pour l'apprendre. Et arriver à un niveau satisfaisant, peut-être pas complètement comme une personne native, avec une syntaxe complètement correcte. La syntaxe est un élément difficile à acquérir, comme la prononciation aussi, l'accent étranger. Mais si on est très motivé, on apprend aussi. 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Alors, un peu plus tôt, Anaïd et Olivier ont échangé sur la question de la langue, l'intégration de la langue, même si on n'en parle pas, les enfants doivent intégrer. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut rappeler assez souvent, parce que très souvent, les écoles à spécificité arménienne sont prises à partie sur cette question-là. L'école n'est pas bonne, les enseignants ne sont pas bons, les enfants ne parlent pas à la maison, donc c'est vraiment, on jette tout, le bébé avec l'eau du bain. Et très souvent, effectivement, lorsqu'il y a l'immersion linguistique, alors ça peut être à travers Saint-Mazin, mais plus généralement, c'est quand on va en Arménie, parce que maintenant l'interaction est fréquente avec ce pays, eh bien, on se rend compte, et les parents en premier, que c'est les enfants qui font tout le boulot, parce que la plupart des parents qui pensent parler ou maîtriser l'arménien, confrontés à l'écrit sur place, c'est quand même autre chose. Et c'est vrai que c'est les enfants qui les souffrent très souvent. Donc c'est bon de rappeler que les écoles servent quand même à quelque chose et que les enseignants transmettent bien un savoir.
et quand bien même à la maison ça ne s'épanouit pas comme les parents le voudraient, peut-être parfois un peu trop affectivement parlant, ça a quand même du sens auprès de l'enfant et une vraie traduction en immersion linguistique. Oui, c'est vraiment une chance. Ces écoles arméniennes sont une chance. Moi-même étant enfant, j'ai pas eu la chance d'être, je racontais à Géraldine, l'école Marc-Arian Babazian n'existait pas encore. C'est vraiment une chance qu'elle existe et que la langue arménienne soit reconnue, vraiment valorisée en dehors du milieu familial, et que du coup l'enfant voit, ne serait-ce que les écrits en 2 langues, des bulletins en 2 langues, etc., la valorisation des 2 langues. Et donc ça va l'inciter, ça va le motiver à apprendre les 2 langues. Je vous donnais l'exemple de l'islandais pour lequel les enfants de migrants ne faisaient pas forcément d'efforts pour l'apprendre parce qu'ils ne voyaient pas d'intérêt immédiat. Voilà, donc l'intérêt. Un autre point, on a parlé des disparités qui existaient entre milieux favorisés et défavorisés, notamment à l'âge de 4 ans, le déficit lexical qui pouvait exister. Quand on parle de milieux favorisés et défavorisés, quels sont les critères d'identification en fait? Est-ce que ce sont des critères uniquement matériels? Est-ce qu'il y a une question d'ouverture culturelle, etc., etc. Est-ce que vous avez des gens qui ont des moyens, qui sont aisés et qui sont extrêmement limités en capacité d'intégration, et inversement des gens qui sont effectivement matériellement dans la précarité et qui ont des difficultés aussi? Donc comment on arrive à faire ce travail d'identification? Alors, dans l'étude qui était citée là, en fait, on avait pris en compte les catégories socio-professionnelles des parents, avec milieu précaire, milieu moyen, ouvrier, etc., et cadre supérieur. Voilà. On avait séparé, il faut bien faire, en général dans les études, Géraldine, c'est ça, on prend en compte les métiers des parents, et tu disais le niveau d'éducation de la mère, en fait, qui va beaucoup influencer les apprentissages après. Donc là justement, je vous disais, on a des programmes en crèche pour favoriser l'égalité des chances sur le développement du langage et permettre au personnel de crèche d'être formé pour stimuler le langage, éviter ces écarts très importants en termes de quantité d'exposition à la langue, à la maison, de qualité, etc. Et pour que déjà les enfants qui sont perçus comme des petits parleurs, qui sont plus renfermés, qui parlent peu, qui communiquent peu, aient un apport suffisant en qualité, en quantité dès la crèche. Voilà, pour éviter ces écarts-là qui sont quand même, vous avez vu à 4 ans, déjà très grands, et donc malheureusement qui se rattrapent difficilement à cause de cette période critique, sensible, qui se rattrapent après très difficilement et qui sont surtout, le lexique continue à augmenter, mais en lien avec l'apprentissage écrit. Et donc, c'est une ghettoisation lexicale. Ouais. Alors, il y a eu des études sur le développement de l'enfant typique qui ont montré que en fait, les enfants qui étaient en crèche avaient un développement du langage plus important que ceux qui étaient à la maison. Tout simplement pourquoi ? Parce que les mamans, elles anticipent beaucoup. Donc l'enfant, en fait, il a besoin de peu parler, puisqu'elles arrivent à décoder, et puis elles envoient toujours à peu près le même bain de langage. Alors qu'en crèche, l'enfant se trouve dans une situation, on ne le comprend pas toujours, donc il est obligé de faire l'effort pour communiquer. Quand il a envie de demander quelque chose, on n'est pas en train de forcément voir ce qu'il veut, donc il est obligé aussi de communiquer. Et donc on a montré, en tout cas la littérature montre qu'il y a une différence entre les enfants qui vont en crèche et ceux qui restent à la maison. Alors après, attention, c'est pas une généralité, il y a beaucoup de variations interindividuelles, et on sait que toutes ces variations, en fait, vont disparaître à partir de 5 ans. À partir de 5 ans, les enfants, ils ont quasiment à peu près tous le même développement. En tout cas, il peut y avoir beaucoup de facteurs qui peuvent intervenir chez les plus petits. Bonsoir, j'avais une question. Vous avez parlé du bilinguisme tardif et simultané. Et pour actualiser mes connaissances, est-ce que dans la manière d'apprendre les 2 langues en plus, est-ce que le cerveau fonctionne de la même manière dans les 2 cas ou pas? Et si oui, est-ce que ça peut avoir un impact sur la manière, parce que je suis enseignant, sur la manière dont on doit apporter la langue seconde, pour la plupart des enfants ici, le français,
dans votre manière de présenter, de construire nos séquences de travail avec les enfants? Alors, au niveau du cerveau, je ne peux pas répondre. J'avoue que je ne sais pas s'il y a eu des études de fait, en tout cas, qui montrent que selon l'exposition différente, avant 3 ans et après 3 ans, il y a des modifications. J'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de... Bien évidemment, quand on se retrouve avec un enfant qui ne parle pas la langue, que fait l'enseignant ou que fait la personne, elle va s'adapter à cet enfant. Elle ne va pas se mettre à parler avec des phrases longues, ce qu'on appelle motherese. C'est-à-dire qu'on a une manière de s'adresser à l'enfant et c'est spontané. Et en fait, les adultes, souvent, chez le tout petit qui ne comprend pas, s'adaptent. Donc ça, je pense que les enseignants, ils le font spontanément sans s'en rendre compte. On a c'est inné, c'est vraiment une faculté que l'homme a de s'adapter. Même les tout petits, les enfants à partir de 3 ans, par exemple, s'adaptent au langage de leur interlocuteur, c'est-à-dire qu'ils sont capables à 3 ans de voir un bébé et ils vont avoir une manière de parler qui va être différente de quand ils vont s'adresser à l'adulte. Ça facilite le décodage. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On parle avec une voix plus aiguë. Pourquoi? Parce que l'enfant, on capte son attention. On va avoir des structures de phrases plus simples. On va articuler plus lentement. Ça laisse le temps à l'enfant de décoder les nouveaux mots. Puis les mots importants, qu'est-ce qu'on va faire pour faire passer le message? Ils vont réapparaître plusieurs fois dans l'énoncé. Ils vont être en position saillante. On va mettre un petit peu sur le français, par exemple. On va mettre de l'intonation dessus et on va reprendre ce mot et l'enfant arrive à décoder. Donc, mais ça, on le fait spontanément. Dès qu'on se retrouve en situation de j'ai un enfant qui ne comprend pas ma langue, je ne vais pas lui parler comme si... Donc je pense que les enseignants le font sans savoir qu'ils le font. Je pense, hein. Oui. Sûrement. Et ça aide, hein. Ça, c'est... il y a eu beaucoup de travaux de fait. Bon, sur les parents, la manière de parler des parents en fonction des âges, et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une adaptation de la syntaxe, de la prosodie. Il y a des phénomènes universels, peu importe la langue. Et on voit aussi dans le cadre de la pathologie, on a aussi ça, c'est-à-dire qu'ils ont, par exemple, on peut avoir des enfants qui arrivent à 3 ans avec de très gros retards de langage, et quand on écoute les mères, on se rend compte qu'elles parlent avec un langage de plus petit. La manière d'utiliser la prosodie. C'est pas bébé, mais c'est... on parle plus lentement, on articule, on a plus de contact visuel. Il y a vraiment une adaptation qui est plus ou moins inconsciente pour aider l'enfant, en tout cas, à avancer. Voilà. Moi, j'avais une question un peu... Une petite question pratico-pratique. Moi, j'ai les CM2. Et parfois, les enfants construisent leurs phrases de travers en français parce que, si j'ai bien compris, parce que je ne parle pas du tout l'arménien, mais que la construction de phrases est un peu différente. Par exemple, l'histoire des déterminants aussi, tout ça. Est-ce que finalement, ils vont se corriger tout seuls? Là, je fais appel à votre travail d'orthophoniste. Ou est-ce que il faut bon, je les corrige quand même, je les corrige voilà. Mais je veux dire, est-ce qu'au fil du temps, parce que plus je suis dans cette école, plus je remarque ça, et je me dis, est-ce qu'après, au fil du temps, avec l'âge, en français, ils vont la construire correctement, parce que bon, je ne les suis pas après au collège, ou est-ce qu'il faut travailler là-dessus? Oui, bien sûr qu'il faut leur donner le bon modèle, etc. Voilà, en CM2, vous dites. Oui. Il y a encore des difficultés en termes de syntaxe et de genre. En arménien, il n'y a pas de genre, par exemple. Et ça, c'est l'erreur fréquente que je rencontre. Alors, c'est des enfants qui sont arrivés récemment, peut-être, en France? Alors ça, je ne sais. On parle tout. Oui, vers 6 ans. Alors j'avoue, je ne sais jamais s'ils sont là depuis longtemps ou pas longtemps. Voilà, oui, parce qu'on parle toujours de 2 à 3 ans d'immersion pour non, mais là, ils sont depuis un moment. Là, l'exposition a été suffisante à la langue. Effectivement, ça peut être des formes de code mixing, comme je disais tout à l'heure, de traduire... traduire une forme d'une langue à une autre et du coup ça colle pas puisque la syntaxe est différente, puisque
le genre, il n'y a pas de genre en arménien, etc. Donc oui, il faut continuer à fournir beaucoup de modèles et une quantité d'exposition importante, puisque apparemment le code n'est pas complètement acquis. Je dirais, sachant que d'autant plus, alors le genre c'est déjà quelque chose de complexe pour un enfant monolingue. On voit bien que les enfants mettent plus de temps sur ces structures-là parce que c'est compliqué. Donc il faut continuer à exposer suffisamment l'enfant pour qu'il apprenne ces notions-là de genre et de syntaxe aussi. La syntaxe est quelque chose de complexe. Donc apparemment pas une exposition suffisante si l'enfant est là depuis X années, ou une difficulté, et donc il faudrait l'aider à ce moment-là si en CM2, oui, s'il y a encore des difficultés en langue orale, il y a peut-être besoin d'un coup de pouce à ce niveau-là. Parce que donc ces structures vont mettre plus de temps à être acquises, mais en CM2, voilà, il y a déjà eu beaucoup d'expositions. C'est pas comme si l'enfant était arrivé un an avant et donc il n'y avait pas assez d'exposition à la langue, et là c'était normal. En tout cas, travailler sur la comparaison des langues, c'est quelque chose d'intéressant. C'est ce qui est fait d'ailleurs dans les classes d'intégration. Il y a une vidéo très intéressante sur ça, sur les attitudes comparatistes que peuvent avoir les enseignants de langue étrangère, avec des primo-arrivants, sur le fait que les enfants puissent comparer leur langue. Il y a une vidéo là-dessus, je pourrais vous donner le lien internet, et qu'à cet âge-là, les comparaisons interlinguistiques sont très importantes à verbaliser et à utiliser. Et donc, voilà, explicitement en fait. Pas uniquement en fournissant le modèle correct, mais de manière explicite, dans l'enseignement directement. Je vous donnerai le lien. Moi, je veux juste rajouter quelque chose par rapport au genre. Chez les enfants monolingues français, quand il y a des erreurs de genre, c'est un signe de déviance. C'est-à-dire c'est un système qui se met mal en place, et c'est souvent parce qu'il y a une dysphasie, il y a un trouble du langage oral. Les erreurs, elles sont chez les tout petits normales, mais elles disparaissent assez rapidement. Alors on part de l'hypothèse que sûrement, quand les enfants stockent les mots en mémoire à long terme, ils vont stocker le genre avec la forme phonologique. Pour eux, c'est évident. Pour les enfants qui sont bilingues, le genre, ils ont beaucoup, surtout sur le français, si dans leur langue maternelle ça n'existe pas, ils vont mettre beaucoup plus de temps que les autres à le maîtriser. Et parfois, ils peuvent continuer aussi à se tromper adultes. Et c'est pas du tout déviant. C'est juste qu'ils stockent autrement, parce qu'ils ont deux systèmes, avec probablement une organisation différente. Donc ils vont stocker autrement, et du coup, ils peuvent très longtemps continuer à faire des erreurs de genre. Alors effectivement, c'est important de leur signaler, de leur montrer, mais en français, il y a tellement peu de... il y a des règles, c'est compliqué, quoi. Il y a, féminin, masculin, très bien, mais après, les mots de la nature, un jour c'est au masculin, un jour c'est au féminin, il n'y a pas de régularité. Donc en fait, on stocke avec la régularité, mais là, justement, en français, il n'y a pas vraiment de régularité, et du coup, c'est complexe. On le retrouve aussi chez les apprenants adultes, des gens qui ont appris le français à l'école, par exemple les anglophones, où toute leur vie, ils peuvent vous raconter qu'en maîtrisant bien le français, en parlant, en ayant... je me souviens d'Ariette Giza, qui toute sa vie s'est battue alors qu'elle parle très bien le français et qu'elle enseigne en plus à un très bon niveau, mais le genre, c'est pas ça, quoi. Elle a vraiment du mal, parce que dans sa langue, c'est pas la même chose. Donc il se passe sûrement quelque chose au niveau du stockage, au niveau du cerveau, avec une organisation autre, et du coup, c'est compliqué. On l'a aussi beaucoup avec les enfants arabophones, qui peuvent avoir ça. Les turcophones aussi, on a énormément d'erreurs de genre. Il y avait un collègue qui travaillait sur cette langue-là et qui disait à 8, 9, 10 ans, ils peuvent continuer en ayant eu lui, il avait travaillé sur ses enfants qui étaient donc simultanés, parce que normalement, on parlait que le turc et lui, il parlait que le français. Et jusqu'à 10 ans, il continuait à confondre le genre.
Parce qu'il n'y a pas de genre non plus. Hein. Voilà. Il y a d'autres questions? Oui. Autre question, alors j'ai eu les CM2 avant, j'ai eu la section. Il m'est arrivé d'avoir des élèves qui arrivaient, donc, du coup, qui étaient inscrits en CM en étant en France depuis 1 an ou à peine, par même moins. Et des enfants qui, du coup, s'approprient en un temps assez record le système phonologique français, à l'exception des fameux sons nasalisés, les on-un-an, qui sont propres au français, avec un cri phonologique qui est figé et qui transpose plus dans les 2 langues. Est-ce qu'il y a un moyen justement pour leur faire acquérir, parce que souvent quand ils passent à l'écrit, maison, ça va être écrit maison, voilà, parce que ça se rapproche le on se rapproche du haut. Donc est-ce qu'il y a un moyen pour qu'on les aide orthographiquement sur ce point? Alors, en orthophonie, on travaille beaucoup ça. Les enfants, alors nous, c'est parce qu'ils ont des troubles, les enfants qui ont des troubles, donc ils peuvent confondre tout ce qui est les voyelles nasales. En fait, on leur explique comment on fait, déjà d'un point de vue articulatoire. Ensuite, on leur fait une fiche pour les entraîner. Et en fait, on travaille beaucoup sur la discrimination, pour savoir bien reconnaître les deux, et avec le lien de langage écrit, mais c'est quand même un entraînement qu'il faut faire pour que l'enfant arrive en fait à se représenter ce son-là. Donc ça peut prendre un peu de temps, quoi. C'est un entraînement. Mais oui, ça se travaille, et oui, quand ils sont en tout cas sans trouble, nous on arrive à le faire avec des enfants qui ont des troubles, on arrive à le mettre en place. Ça a du mal à tenir, mais ça peut parfois tenir. Donc avec des enfants tout venant qui fonctionnent bien, ça devrait, avec un entraînement, arriver. Mais il faut vraiment travailler la discrimination. Donc faire une fiche, vous faites déjà expliquer bien d'un point de vue de la bouche, voilà, quand on fait le en par rapport au on, qu'ils aient des sensations en fait. Et puis après, faire les sons, en isoler et demander de reconnaître à l'écrit, et ensuite avec des syllabes simples, pan, pon, essayer de reconnaître pour qu'ils arrivent en fait à avoir une représentation progressive du son. Voilà. Alors oui, c'est un assez bon pronostic quand ce sont des enfants. C'est plus difficile quand on est adulte, à apprendre de nouveaux sons. Alors pour les francophones, les sons arméniens, la phonologie arménienne, sons comme le re, le re, etc. Que si on n'a pas appris petit, on a plus de mal à prononcer. Et voyez bien, en fonction des langues, des adultes qui ont des difficultés, qui sont venus tardivement en France et qui ont des difficultés à prononcer des sons qui n'existent pas dans leur langue, comme le son U par exemple, qui le transforment systématiquement en OU. Voilà, mais en tout cas pour les enfants, oui, matière à travailler et bien sûr ils vont progresser en fonction de ces concepts. J'avais trouvé un site à un moment donné où il y avait des sons et puis les enfants devaient cliquer sur la bonne graphie. Donc ça peut être aussi un moyen ludique quand on l'a travaillé, après de se mettre sur Internet et de trouver, en tout cas ça existe. J'ai une question concernant les troubles de l'apprentissage et la dyslexie en particulier. Un enfant qui est dyslexique en français, peut-il être dyslexique est-il systématiquement dyslexique dans une autre langue? Moi, je ne m'y connais pas en système d'écriture. Enfin, je suis spécialiste sur la dyslexie. Après, le système d'écriture, pour l'arménien, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est un alphabet propre de 38 lettres, voilà, avec des graphies complexes, etc. Alors oui, très souvent, effectivement, si un enfant est dyslexique en français, il va avoir des difficultés à coder l'arménien, effectivement. Donc... mais le fait de l'aider en français va avoir un impact aussi sur l'écrit arménien. Quand j'étais venue donc dans le cadre de ma thèse pour analyser les écrits des enfants et leur appropriation en fait des deux écrits simultanément, j'avais remarqué justement chez certains des difficultés qui se retrouvaient effectivement et en français et en arménien et qui sont aussi du même ordre d'omission de lettres, d'inversion, de confusion, etc. Donc,
et un écrit très complexe aussi en arménien, donc ce qui est à relever. Et puis aussi le fait que, effectivement, pour coder correctement une langue, il faut avoir toutes les bases à l'oral. Et c'est pour ça qu'on a mis vraiment l'accent là ce soir sur l'oralité, sur cet apprentissage-là. Avant de passer à l'écrit, il faut vraiment maîtriser l'oral. Du coup, sinon, il y aura une translittération, mais pas une réelle appropriation. Est-ce qu'il y a une différence dans l'acquisition du langage et du bilinguisme entre les filles et les garçons? Ou est-ce que c'est parfaitement équivalent? Moi, je peux répondre sur les monolingues, mais sur les bilingues, je ne sais pas. Chez les monolingues, il a été montré que les tout petits, il y avait une différence. Les filles sont plus en avance, mais après, ça ne se voit plus. Entre 3 et 5 ans, ça disparaît. On a aussi, génétiquement, quand on a des troubles du langage oral, il y a une fille sur 3 garçons. Donc, il y a beaucoup plus de garçons qui développent des troubles du langage oral ou des dyslexies. Donc, génétiquement, il se passe quelque chose. En tout cas, il y a une différence. Ça, c'est sûr. Alors, sur le multilinguisme, après, je ne sais pas s'il y a eu des études, mais sur les monolingues, ça a été montré. Je n'ai pas lu d'études là-dessus, donc, mais je suppose que ça suit exactement le même modèle que pour le monolinguisme. D'ailleurs, la question, on pourrait la poser aux enseignants. Oui, alors, messieurs, dames. Pardon, vous avez fait toutes les classes. Ils ont les 3 à partir de 3 ans. Donc à 3 ans, il y a déjà moins de différence. Oui, voilà, c'est ça. C'est avant qu'on a la différence. On a la différence, par exemple, quelques repères, 12 mois c'est les premiers mots, 18 mois c'est ce qu'on appelle l'explosion lexicale, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ils commencent à parler, à avoir de plus en plus de mots, alors qu'au début, il y avait un apprentissage très très lent en production. Ils produisent 1 ou 2 mots, puis après, à partir de 18 mois, d'un coup, ils se mettent à en produire beaucoup, et à 20 mois, on va avoir le stade où ils vont associer 2 mots ensemble, ça va être l'émergence de la grammaire et de la syntaxe. À 24 mois, ils font des phrases. Nous, on avait fait une expérience, on travaillait sur des enfants, on travaillait sur ce qu'on appelle les déterminants, l'émergence des déterminants. Et on était parti enregistrer des petits. Et en fait, il y avait énormément de différences. Les filles, elles étaient beaucoup plus à 24 mois, elles avaient des phrases déjà simples, bien composées. Et on avait beaucoup de garçons, 24 mois, ils étaient encore au stade à 2 mots, et c'était l'émergence de la syntaxe. Il y avait énormément de différences. Mais après, il y a plus. Est-ce que... Je parle en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que papa. Est-ce que, justement, quand on a une fille, est-ce qu'on n'a pas tendance justement à privilégier certaines actions familialement avec elle? En fait, alors qu'avec les garçons, on va être plus dans l'action. Tout à fait. Il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est de dire génétiquement, enfin, peut-être que plusieurs facteurs. Génétiquement, on est équipé différemment, on n'a pas les mêmes hormones, et c'est probablement ça qui fait que il y a un développement du langage différent. Mais après, il y a aussi l'attitude qu'on a. Souvent, les mamans, elles parlent énormément et beaucoup plus avec les filles qu'avec les garçons, et on ne fait pas les mêmes activités, effectivement. Après, ce qui est intéressant, c'est que les femmes et les hommes ne font pas non plus les mêmes activités, on n'a pas le même rôle, et on ne va pas influencer de la même façon le développement du langage. Par exemple, on constate que les enfants qui sont plus en contact avec les hommes, ils vont être plus poussés vers l'extérieur, alors que les enfants qui sont plus en contact avec les mères, ils vont être plutôt coucounés. Il y a vraiment, on parle de la théorie du pontage, c'est-à-dire que les pères permettent à l'enfant de s'extraire, on va dire. Et ils n'ont pas les mêmes attitudes quand ils parlent. Donc il y a beaucoup de facteurs en fait qui entrent en jeu dans le développement du langage, ça c'est clair. Il y a eu aussi, par contre, oui, ça a été prouvé que quand c'est la mère qui transmet une langue minoritaire, il y a plus de chances qu'elle soit développée à un niveau plus élevé que si c'était le père qui était le locuteur de cette langue minoritaire. Je suppose pour les mêmes raisons qu'a évoqué Géraldine. J'avais une autre question sur la perte de la langue. Parce qu'on vous en avait parlé toutes les deux tout à l'heure. Si je comprends bien, on perd sa deuxième langue.
Mais est-ce qu'il peut arriver qu'on perde sa langue maternelle? Oui, alors tu veux parler d'attrition, on parle d'attrition langagière, dans le cas d'une langue de la langue maternelle qui est remplacée par une langue seconde, c'est plutôt dans ce sens-là. Et c'est le cas très souvent quand il s'agit d'enfants adoptés, et donc qui viennent d'un autre pays, qui sont adoptés, mettons, par un couple français, et donc l'enfant, on remarque déjà que les enfants adoptés ont une acquisition très très rapide de la deuxième langue, parce qu'ils ont une très grande motivation effectivement à s'insérer dans leur nouveau pays, dans leur nouvelle famille, et très souvent, eh bien, forcément, aux dépens de leur langue maternelle, puis qu'ils vont progressivement remplacer par la langue seconde, parce que forcément, ils n'auront plus d'apport langagier dans cette langue, et donc aucune utilité à la garder, puisqu'ils ne vont plus parler avec personne dans cette langue-là, et donc on parle d'attrition langagière, donc de perte d'une langue et remplacée par une autre. Mais voilà. Il s'agit d'une perte totale de la langue? Alors il y a eu des études, oui, qui ont montré finalement une étude en Amérique sur des enfants coréens qui avaient été adoptés étant enfants. Et est-ce qu'il leur restait du coréen à l'âge adulte en termes de phonologie, de reconnaissance des sons de la langue, etc. Et cette étude a montré que non, qu'il leur restait rien. Voilà. Après, d'autres études montrent plus que, bon, même si on ne pratique plus une langue et qu'on la perd, entre guillemets, il y a quand même des aptitudes qui resteraient quand même en termes phonologiques, et voilà, une langue qui serait familière, même si on ne pourrait pas la parler. Mais voilà. Et les études se contredisent, en tout cas. Mais il y a eu cette étude sur les enfants adoptés, qui montre ces résultats étonnants quand même. Moi aussi, ça m'a étonné non seulement de remplacer une langue par une autre, ça c'est fréquent pour les enfants adoptés, mais de ne pas garder de traces mnésiques de la musicalité d'une langue, etc. Voilà. À suivre au niveau des recherches. Est-ce qu'en tant que gardien du temps, on arrive à la limite de ce qu'on avait décidé? Est-ce qu'il y a des questions rentrées ou est-ce qu'on... Donc, je voulais vous remercier pour ces apports à la fois théoriques et pratiques, et pour nous montrer la complexité de ce qui se passe. Et en commençant la réunion, Pascal m'avait dit la réunion sera réussie si on est plus de 20. Alors j'ai compté, on est plus de 20. Mais, ouf, tout va bien. Mais ce qui est important dans ce cycle de conférences, débats, de réunions, ce sont les prolongements de chacune. Et je remarque au niveau de l'assistance que les professeurs de français, les professeurs d'arménien, quelques parents, quelques grands-parents, les administrateurs, M. Secrétaire qui est autorité de tutelle de l'école catholique, mais qui est aussi responsable de l'enseignement de l'arménien au collège et au lycée Charles de Foucault, responsable de l'école ouverte, les parents, les grands-parents, un administrateur de l'école de Valence, Stéphane qui est ici, les administrateurs de l'organisme de gestion. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui va se prolonger pour Ressources d'Arménie qui vise à conduire à cette réflexion sur la transmission. Ce sera une réunion qui est pour nous importante et qui se prolongera par ce que vous avez dit, puis par aussi le document qui sera à disposition sur le site du campus. Alors merci beaucoup. Et puis, merci pour votre écoute et participation active à cette conférence. Et puis, gardons en tête que oui, le multilinguisme, c'est qu'une richesse. Et voilà, chacun à notre niveau, en tout cas, de diffuser cette information et de valoriser